La prochaine section va porter sur le travail mécanique. Le travail mécanique, c'est une mesure du transfert d'énergie associée à une force qui engendre le déplacement d'un corps. D'abord, on dit c'est la mesure d'un transfert d'énergie. Okay? C'est vraiment ça. Un travail, c'est un transfert d'énergie d'un corps à un autre. Ce transfert-là se fait via une force qui engendre un déplacement. Donc, pour avoir un travail mécanique, il faut qu'il y ait un déplacement, premièrement. Fait que si vous faites une force sans déplacement, c'est pas un travail. Ça fait pas de travail. Par exemple, pousser un mur. Si vous poussez un mur, vous n'exercez pas de travail mécanique en tant que tel. Il faut un déplacement pour avoir un travail. Si vous faites des push-ups, par exemple, vous faites un travail mécanique avec vos bras, puisque vous transférez de l'énergie de vos muscles à votre corps pour le faire lever. Vos muscles vont exercer une force et ça va créer un déplacement de votre corps et donc on a un travail. Même chose si vous prenez un poids dans votre main et vous le soulevez, vous exercez un travail mécanique sur le poids. Et ce travail-là que vous exercez va permettre de soulever le poids, donc de lui donner de l'énergie cinétique. Donc, quand on pense en termes d'énergie, on pense en termes de transfert. L'énergie ne peut jamais être créée ni détruite, mais seulement être transformée d'une forme à une autre. Ça, c'est un principe très, très important. Ensuite, l'autre chose sur laquelle je vais insister, c'est le symbole du travail. Vous voyez ici W majuscule. Alors, d'où vient W? Pourquoi W? C'est simple, ça vient de l'anglais work, qui veut dire travail. Faisons une activité pour découvrir les facteurs qui influencent la grandeur du travail mécanique. Supposons 3 ouvriers qui ont à faire la même tâche, c'est-à-dire monter une boîte sur la benne d'un camion. Donc vous avez le camion, ici vous avez la boîte. Le premier ouvrier A, il fait la chose peut-être la plus intuitive qui soit, il fait juste la soulever du sol jusqu'à la benne. Il va exercer la force FA. Évidemment, la boîte va être aussi soumise à une deuxième force qui est le poids, qui est FG, qui est directement vers le bas. Et ça, ici en jaune, c'est le vecteur déplacement. Donc la boîte part du sol, va jusqu'à la hauteur ici. Fait que ça, c'est le vecteur déplacement directement vers le haut. Première question, quelle force doit déployer cet ouvrier pour soulever à vitesse constante une boîte jusqu'à la benne du camion? Donc ici, en fait, il faut comprendre que vu qu'on est à vitesse constante, on est en équilibre de force. N'est-ce pas? En équilibre de force veut donc dire que les deux forces ont le même module. C'est-à-dire que la force qu'exerce l'ouvrier et le poids ont le même module. Autrement dit, il doit exercer une force qui est égale au poids. Alors, le poids, il va être facile à trouver. On sait que la masse de la boîte, c'est 50 kg. Alors, le poids, c'est toujours mg, masse fois g. Donc ici, on a 50 kg fois 9,8 newton par kilogramme. C'est le champ gravitationnel intéresse. Ça donne 490 newtons. Fait que ça, c'est la force qu'il doit exercer. Donc le poids de la boîte c'est 490 puis il doit exercer cette force-là pour la monter à vitesse constante. Maintenant, sur quelle distance est-ce qu'il doit exercer cette force? Facile, en fait, ils nous disent dans l'énoncé, la benne est à 1 mètre du sol. Donc lui, vu qu'il va directement du sol jusqu'à la benne, ben, il faut juste qu'il force sur justement la hauteur de la benne, soit 1 mètre. Quel angle fait entre eux les vecteurs FA et delta XA? Donc entre le vecteur force et le vecteur déplacement, quel angle a-t-on entre ces deux vecteurs? Facile, ces deux vecteurs sont parallèles. Donc leur angle entre ces deux vecteurs est nul. Et en D, quelle quantité d'énergie potentielle gravitationnelle a été transférée à la boîte? Facile, on va utiliser la formule qu'on avait vue juste précédemment. L'énergie potentielle gravitationnelle, c'est mgh. On a la masse de la boîte qui vaut 50 kg. Fois G qui vaut 9,8 Newton par kilogramme, fois une hauteur de 1 mètre. Ça fait 490 joules. Donc, il doit exercer un travail de 490 joules pour monter la boîte. Je vais vous laisser travailler les numéros 2 et 3. Et seulement lorsque vous aurez terminé ces deux exercices-là, vous pourrez reprendre la vidéo pour vous assurer que vous avez les bonnes réponses. Et si vous avez bloqué, ben, vous allez pouvoir voir c'était quoi la bonne solution. Et donc, à ce stade-ci, faites pause et travaillez les numéros 2 et 3. On a un ouvrier qui veut travailler plus facilement
en utilisant un plan incliné, quelle force doit-il déployer pour faire glisser à vitesse constante la boîte jusqu'en haut de la benne? Donc, il va accomplir la même tâche, mais en utilisant un plan incliné, avec un angle d'inclinaison de 30 degrés. On va supposer que le frottement sur le plan incliné est négligeable. Alors, ici, pour trouver la force requise, et il faut regarder ici les deux forces qui sont importantes, c'est la force exercée par l'ouvrier B vers le haut et le poids en X vers le bas. Ces deux forces-là vont s'équilibrer puisque on est à vitesse constante. Donc, FB et FGX ont la même intensité. FGX, c'est FG fois le sinus de l'angle. Donc, autrement dit, le poids de la boîte. Fait 490 newtons fois le sinus de 30 degrés. Et ça devrait vous donner 245 newtons. Qu'est-ce qu'on remarque? Comparé avec la force que devait exercer l'ouvrier A. L'ouvrier A devait exercer 490, l'ouvrier B n'a qu'à exercer 245. Autrement dit, avoir un plan incliné, ça permet de forcer moins. C'est ce qu'on appelle une machine simple. D'autres exemples de machines simples, c'est la poulie, ou encore le levier, ou encore la roue. Donc le plan incliné, un peu comme le levier, ça permet d'exercer moins de force pour accomplir le même travail. En B, sur quelle distance cet ouvrier doit-il exercer cette force? Alors là, ici, dans le fond, il doit glisser la boîte sur tout le long du plan, donc on va juste faire un peu de trigonométrie, sachant que le côté ici vaut 1 mètre, on a un angle de 30 degrés ici, on connaît le côté opposé à l'angle, et on veut chercher l'hypoténuse. Quel rapport trigonométrique contient à la fois l'opposé et l'hypoténuse? La réponse, le sinus. Le sinus, c'est justement l'opposé sur l'hypoténuse, donc 1 mètre divisé par l'hypoténuse. Donc, autrement dit, on va pouvoir trouver l'hypoténuse comme étant 1 mètre divisé par le sinus de 30 degrés. Ceci va nous donner 2 mètres. L'ouvrier B force moins, mais il doit exercer sa force sur une distance 2 fois plus grande. L'ouvrier A n'avait qu'à forcer sur 1 mètre de long, tandis que l'ouvrier B doit forcer sur 2 mètres de distance. Donc, une machine simple, c'est pas magique. Ça permet de forcer moins, mais en contrepartie, il faut forcer sur une plus grande distance. C'est le même principe avec un levier. Ça permet de forcer moins, mais on doit exercer la force sur une plus grande distance. Quel angle font entre eux les vecteurs FB et ΔXB? Donc, entre la force qu'exerce l'ouvrier, FB, et son déplacement, qui est illustré en jaune ici. Encore une fois, on a deux vecteurs qui sont parallèles, l'angle entre les deux est nul. Autrement dit, l'ouvrier force directement dans le sens du déplacement. En D, quelle quantité d'énergie potentielle a été transférée à la boîte? Ben, c'est la même chose. Dans le fond, c'est le MGH. Fait que MG, c'est le poids, mais le poids n'a pas changé par rapport à la situation A, puis la hauteur n'a pas changé non plus. C'est encore une hauteur d'1 mètre. Donc, c'est le même calcul que ce qu'on avait fait en A. Donc, on obtient aussi 490 joules. Numéro 3, on a une ouvrière C qui, elle, va utiliser aussi le plan incliné. Par contre, elle utilise une corde qui fait un angle de 40 degrés par rapport au plan incliné. C'est la force FC ici. Donc, elle se dit, ben, plutôt qu'avoir à, mettons, me pencher pour tirer à ras le sol ou à ras le plan incliné, je vais rester debout, mais pour faire ça, je vais devoir utiliser une corde. Et là, mettons, il y a sa main, on pourrait dire, mettons, il y a sa main ici, là, puis elle est comme ça, par exemple, ici. OK? Et elle tire comme ça, fait en utilisant une corde. Et donc, ça fait un angle de 40 degrés ici. Voyons qu'est-ce que ça change au niveau des forces et du travail. D'abord, la force qu'elle doit exercer pour monter la boîte à vitesse constante. Encore une fois, on est à vitesse constante, ça c'est vraiment important. Vitesse constante veut dire équilibre. Donc, les forces en X étant l'axe, un axe comme ceci, l'axe vers le haut du plan incliné. Les forces dans la direction des X s'équilibrent. Donc,
la force qui est exercée par l'ouvrière en X, c'est celle que j'ai représentée en rose ici. Elle va s'équilibrer avec le poids en X qui tend à faire glisser la boîte vers le bas. Donc, autrement dit, FCX, la composante FCX, qui est celle en rose, est égale à FGX, le poids en X. À partir de là, la force FCX, on peut l'exprimer comme étant la force FC fois le cosinus de 40 degrés, okay? Parce que c'est la composante, c'est le côté qui est adjacent à l'angle de 40 degrés. Donc, je vais prendre le cosinus. Et pour la composante en X du poids, je vais prendre le sinus de l'angle d'inclinaison 30 degrés. Si vous ne vous rappelez plus là, pourquoi on utilise le sinus, allez revoir la section sur les plans inclinés au chapitre 5. On avait expliqué ça, pourquoi il fallait utiliser le sinus pour aller chercher la composante en X du poids. Et à partir de là, ça va être assez facile d'aller calculer la force. On va simplement prendre mg sin 30 et on va le diviser par le cosinus de 40 degrés. Et ça va nous permettre d'aller calculer, si on arrondit à 3 chiffres, ça va donner 320 newtons. Si on compare aux deux premières situations, l'ouvrière C, elle doit donc exercer plus de force quand même que l'ouvrier B, mais moins de force que l'ouvrier A. C'est comme un entre-deux. Pour la question B, sur quelle distance doit-elle exercer cette force? En fait, c'est la même distance que pour l'ouvrier B, c'est-à-dire que c'est la longueur du plan incliné, donc 2 mètres. Finalement, quelle est la mesure de l'angle entre les vecteurs force et déplacement? Alors, le déplacement est directement, c'est représenté en jaune ici, directement vers le haut du plan incliné. La force est inclinée à 40 degrés par rapport au plan incliné. Donc, on a un angle de 40 degrés entre les deux vecteurs. Au numéro 4, je vais vous dispenser de faire la colonne avec la première colonne et la troisième. Faites seulement celle du milieu, c'est vraiment celle-là qui est intéressante. Donc, on vous demande en fond de faire le produit de la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle pour les trois. L'angle, ici, on parle de l'angle qu'on a écrit dans les questions C, c'est-à-dire l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement. Donc, pour les deux premières situations, on avait un angle de 0 degré, et pour la troisième situation, on avait un angle de 40 degrés. Je vous laisse le temps de faire ce calcul-là, appuyez sur pause, faites ce calcul-là pour les trois situations. Quand vous aurez terminé, reprenez la vidéo. Ok, donc ça devrait vous avoir donné 490 joules. Ben, en fait, c'est newton fois mètre, mais ça correspond à des joules. 490 joules pour les trois situations. Alors, ce que ça permet de voir ici, c'est que les trois situations, on a exercé le même travail dans les trois situations. L'ouvrier, les trois ouvriers n'ont pas exercé la même force, mais le travail qu'ils ont effectué était le même. Alors, dans le fond, cette formule-là, force fois déplacement fois cosinus de l'angle, c'est ce qui permet de calculer le travail. Le travail mécanique, on le définit comme étant le transfert d'énergie associé à une force qui engendre un déplacement. Le symbole, c'est W, de l'anglais work, qui veut dire travail, et son unité de mesure, SI, est le joule, symbole J majuscule. Dans le fond, le travail, c'est un transfert d'énergie. Puis tout ce qui est énergie, en SI, l'unité, c'est le joule. Mathématiquement, on obtient le travail en effectuant le produit de la composante de force qui est dans le sens du mouvement, Fx, par la grandeur du déplacement delta x. Autrement dit, quand on exerce une force, c'est pas nécessairement toute la force qui va servir à faire avancer. Si on reprend la situation de l'ouvrière C, elle exerçait une force dans la direction oblique du vecteur FC, mais il y a seulement la composante en X, soit celle que j'ai dessinée en rose, qui servait vraiment à faire monter la boîte. La composante en Y, celle qui est dessinée en gris pâle ici, elle ne servait pas à monter la boîte. Cette composante-là, elle ne servait qu'à diminuer la force d'appui entre la caisse et le plan incliné. Dans ce cas-ci, ça servait à rien, en fait. Cette composante-là, ici, elle ne servait à rien. Dans une situation réelle, le fait de diminuer la force d'appui en deux surfaces, ça permet de diminuer le frottement. Rappelez-vous de ce qu'on avait vu à la fin du chapitre 5. On avait dit le frottement, ça dépend de l'appui entre les deux surfaces. Plus on appuie fort, plus ça frotte fort. Fait que,
Cette composante-là, ici, en réalité, elle permettrait de diminuer l'appui, donc diminuer le frottement. Fait que ça permettrait, ça aiderait, en fait, le mouvement. Mais dans ce cas-ci, dans la situation ici, il n'y avait pas de frottement, donc ça ne changeait rien. C'est vraiment seulement la composante en rose ici qui sert à faire le mouvement. Fait que c'est vraiment seulement cette composante-là qui crée un travail, qui engendre un travail. Fait qu'on prend cette composante-là. Fait que cette composante-là, dans le fond, c'est la force fois... regardez ce qu'on a fait ici pour la trouver, la composante de la force en X, celle qui est dessinée ici en rose. On a fait la force fois le cosinus de l'angle. Je parle de l'angle entre la force et le déplacement, l'angle de 40 degrés ici. Fait que ça ici, c'est la clé pour aller chercher la composante de force utile au déplacement. C'est la composante de force qui sert vraiment à faire le déplacement. Alors, c'est la force fois le cosinus de l'angle. Fait que ça, c'est le Fx. Force fois cosinus de l'angle. Puis ensuite, vous prenez cette composante de force utile, que j'ai mis entre parenthèses ici, et vous la multipliez par le déplacement. Autrement dit, si vous déplacez 2 fois plus, ça va prendre 2 fois plus de travail. C'est quand même logique, n'est-ce pas? Donc, le travail dépend de, on pourrait dire, 2 choses. D'une part, la force utile au déplacement. Dans ce cas-ci, on l'appelle Fx. Dans le fond, c'est F cos θ. Fait que plus vous forcez fort dans la direction utile au déplacement, plus vous engendrez de travail, plus vous allez dépenser de l'énergie. Autrement dit, si vous soulevez une caisse qui est 2 fois plus lourde, ben ça va vous exiger 2 fois plus de travail. C'est quand même logique. Puis le deuxième facteur dont ça dépend, c'est le déplacement. C'est-à-dire que si vous déplacez sur une hauteur... Mettons, si la benne de camion avait été 2 fois plus haute, il aurait fallu faire un déplacement 2 fois plus grand. Fait que ça aurait exigé 2 fois plus de travail. C'est logique. Donc, c'est les 2 facteurs. Ici, bon, ils l'ont juste exprimé dans un ordre différent. Ils ont mis la force fois le déplacement fois le cosinus de l'angle. Évidemment, ça revient au même. L'ordre de la multiplication n'a pas d'importance. Et le θ, par définition, c'est l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement.